Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Il était une fois dans l'Ouest, les cow-boys noirs. À la simple évocation des cow-boys, la panoplie nous vient en tête avec un cheval, un colt et un fusil, un Stetson et un bandana. Et le soleil couchant sur le Far West. Nous le savons déjà, les cow-boys noirs ont longtemps été invisibilisés, vaincus dans le duel mémoriel qui construit l'identité des États-Unis. Il faut déplacer la frontière du mythe de la frontière, mais aussi la frontière de la place des Africains américains dans l'histoire de ces garçons vachés. Vous tirez, il est mort. Vous ratez votre cible, vous êtes tous morts. Toi, viens par là. Prends mes menottes et passe-les lui. Ou je lui colle 3 balles dans le buffet, comme ça le problème sera réglé. Vous savez tous ici qui je suis. J'emmène Nat Love à Fort Smith pour qu'il y soit jugé. Si quelqu'un essaie de me suivre, vous savez ce que je ferai. Celui qui mourra en premier, hein. Celui qui mourra en premier. The Harder They Fall, le film de James Samuel en 2021. Bonjour Thierry Beauchamp. Bonjour. Qui est Nat Love évoqué dans cet extrait ? Alors, il n'a pas grand-chose avec le personnage tel qu'il est présenté dans ce film. C'était un ancien esclave du Tennessee qui a trouvé du travail comme cow-boy à Dodge City. Il a travaillé pendant 3 ans dans un ranch du Texas et puis à peu près 8-9 ans dans un ranch d'Arizona avant de se reconvertir comme portier dans les wagons Pullman. Est-ce que c'était une exception, être cow-boy noir ? Par rapport à l'ensemble de la population afro-américaine, on va dire oui. Par contre, ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait jusqu'alors, puisqu'on estime qu'au Texas, en tout cas, il y avait à peu près au moins un cinquième des cow-boys qui étaient afro-américains, et un quart des cow-boys étaient ou afro-américains, mulâtres, mexicains, amérindiens et tout ce que vous voulez. Thierry Beauchamp, vous êtes le traducteur de cette autobiographie de Nat Love, cow-boy noir, que vous avez traduit, que vous avez préfacé, publié chez Anacarsis. Il a écrit son histoire, ce qui alors là est une véritable particularité. Je crois que c'est son plus grand exploit. Son haut fait, c'est ça. C'est pourquoi cet homme qui a appris à lire miraculeusement grâce à son père. Son père était contremaître dans une plantation du Tennessee, donc probablement un peu avantagé par rapport à l'ensemble de la population des esclaves de cette ferme où il y avait 22 esclaves. Donc il lisait et il a essayé d'écrire. Alors pourquoi a-t-il écrit son histoire et voulu raconter son histoire ou la fantasmer, on ne sait trop ? Eh bien parce que je pense qu'il était au contact de beaucoup de gens connus en tant que porteur des wagons Pullman, qu'il avait l'habitude, probablement pour les distraire sur ses longs parcours, de leur raconter ses pseudo-exploits, et qu'on a probablement poussé Nat Love à publier à compte d'auteur, peut-être sous forme de souscription, son bouquin, comme le faisaient beaucoup de légendes de l'Ouest. À la fin des années, au début des années 1880 déjà, quelqu'un qui s'appelait Charles Siringo, légende de l'Ouest, qui avait été à la fois détective pour Pinkerton, mais lui aussi cow-boy pendant des années au Texas, avait publié son bouquin, ça avait été un best-seller. Et il y a certains éléments de l'autobiographie de Nat Love qui me semblent légèrement empruntés par ce livre de Charles Siringo. Ah oui, on l'imagine bien avec les passagers du train raconter ces histoires. On lui dit mais il faut absolument écrire un livre avec vos histoires, et il l'a fait. Passagers parfois très célèbres comme Jim Corbett, alias Gentleman Jim, donc un des premiers champions du monde de boxe, interprété par Errol Flynn dans le film de Curtis au cinéma. Pat Garrett, le fameux shérif qui a tué Billy the Kid. Billy the Kid, avec qui aurait travaillé Nat Love pendant quelques mois à la fin de sa vie. C'est quand même des hasards étonnants, non ? Thierry Beauchamp, est-ce que vous avez autre chose comme sources qui peuvent venir de ces cow-boys noirs ? Alors, on a les recensements qui avaient été faits notamment au Texas, où on savait effectivement par compter combien il y avait d'esclaves, combien il y avait de noirs libres, où est-ce qu'ils travaillaient. Donc ça, c'est une bonne source. Et puis, vous avez aussi ces superbes témoignages recensés en 36-38 dans le Federal Writers Project, où on a un certain nombre de témoignages de cow-boys noirs.
Ouais, des témoignages de Je me souviens cow-boys de noirs. Tom Mills, par exemple. Mais c'est ça qui est passionnant dans cette histoire, c'est de se dire que nous avons nos représentations nées des westerns où, jusqu'à une date récente, les cow-boys noirs étaient très peu présents. Pour un personnage comme Nat Love, un moment particulier est évidemment l'abolition de l'esclavage. Et il est né quand ? Il est né, a priori, en 1954. Là aussi, on se base sur un recensement qui avait été effectué dans le comté de Davidson, donc dans le Tennessee. On évidemment ne s'intéressait pas aux naissances des esclaves en tant qu'individus, hein, mais on note qu'il y a un enfant un garçon né dans la ferme de son maître Robert Love en 54. Donc voilà. Ça doit être lui. En 54, c'est-à-dire qu'il a 11 ans à l'abolition de l'esclavage. Il est jeune homme quand il décide d'être cow-boy. Pourquoi devenir cow-boy quand on est un esclave qui vient d'être affranchi au sens où l'esclavage a été aboli aux États-Unis? Selon ses dires, il se retrouve orphelin de père au début de son adolescence. Il va trimer beaucoup, même après l'abolition de l'esclavage. La famille se retrouve avec un lopin de terre, c'est très dur, il vivote, et puis il entend des histoires. Il est beaucoup question de l'Ouest et de ce fameux Kansas, qui est une terre qui n'était pas du côté des Confédérés pendant la guerre. Une terre de liberté, d'aventure, de possibilités. Lui, en plus, était un petit garçon et un adolescent extrêmement remuant, dynamique, qui n'avait pas peur de monter sur des chevaux et de dresser des poulains, apparemment. Donc, il y a eu une opportunité. Il s'est débrouillé pour gagner le Texas et c'est là qu'il a rencontré son destin. Soisic Villerbut, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Limoges. Quand il s'agit d'étudier, comme vous l'avez fait, l'histoire de l'Ouest, nouvelle histoire de l'Ouest que vous publiez chez Passé Composé, la question des sources se pose avec énormément d'écrits tardifs, postérieurs, beaucoup de mémoires. Les sources sont-elles nombreuses pour comprendre cet Ouest qui nous fascine tant ? Les sources sont surabondantes et elles sont encore en grande partie sous-exploitées pour une part, hein, notamment les sources francophones qui abondent dans l'Ouest. Et sur cette question des afro-descendants dans l'Ouest, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a une histoire de l'Ouest du point de vue afro-descendant encore à écrire. Hein. Ça a été fait. Il y a un livre sur la question qui a déjà une petite vingtaine ou trentaine d'années. Il y a encore beaucoup de choses à dire pour replacer les Africains-Américains dans cette histoire. Et ils ont une place centrale, contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement à ce que la légende continue d'entretenir de manière assez abondante. Il y a une histoire afro-descendante de l'Ouest et qui est fondamentale, évidemment. Et le Kansas dont parlait Thierry Beauchamp est extrêmement important dans cette histoire-là. En quoi cette place est fondamentale ? Qu'est-ce qu'il faut ? Parce que l'on parle des cow-boys et vous l'avez bien dit, hein, Thierry Beauchamp, c'est pas eux qui sont les plus nombreux, mais ils sont très présents. Pourquoi on ne peut pas comprendre l'histoire de l'Ouest sans penser aux Afro-Américains et non pas comme cette toile de fond que serait l'esclavage ? Alors, d'abord, l'esclavage n'est pas qu'une toile de fond. L'esclavage est central dans l'histoire de l'Ouest parce que l'enjeu essentiel qui mène à la guerre de sécession, c'est l'extension de l'esclavage dans l'Ouest. Et on parlait du Kansas tout à l'heure. Le Kansas après la guerre de sécession, mais le Kansas avant est une terre non pas de liberté et de grands rêves, mais de conflits ultra violents pendant toutes les années 1850 autour de la place de l'esclavage dans la conquête de l'Ouest, justement. Hein. Donc c'est une question centrale. Et les afro-descendants sont là bien avant également. On en trouve également, là on parle des cow-boys, mais on pourrait aussi parler des trappeurs africains-américains, des esclaves de manière frappante aussi, puisque même avant que les États-Unis n'annexent et n'envahissent l'Ouest américain, il y a déjà des esclaves, puisque les Français avaient des esclaves dans la région, les Espagnols aussi. Donc il y a une très longue histoire africaine-américaine qui est profondément liée à l'esclavage, quoi qu'on puisse en dire. Voilà, oui, c'est vrai ce que je voulais dire, c'est pas simplement les esclaves dans les plantations, ces esclaves sont partout, Thierry Beauchamp. Oui, et je voulais revenir à la question du déplacement des esclaves de l'Est vers l'Ouest. Quand même quelque chose qui a joué énormément, c'est les rapports entre les États-Unis et le Mexique. Hein. Une grande partie de ces territoires de l'Ouest, et donc, Soisic, on a parlé d'annexion, ça recouvrait d'immenses territoires. Et les Mexicains obtiennent leur indépendance en 1821, ils décident d'abolir l'esclavage. Donc en fait, quand on parle de la guerre d'indépendance du Texas,
on parle un peu d'une sorte de brouillon de la guerre de sécession, si j'ose dire. Parce que le but, même si l'esclavage n'avait pas été encore aboli au Texas, c'était très compliqué, les nouveaux arrivants voulaient maintenir l'esclavage, il y avait aussi une proportion de Noirs libres qui avaient été libérés par l'abolition, donc. Il y avait à peu près, je crois, 400 Noirs libres au moment de la guerre d'indépendance, donc en 1835. Et une fois que cette guerre a été perdue, l'immigration a été massive et il y a eu, on avait au départ, je ne sais plus, quelques centaines d'esclaves. En 1860, au début de la guerre de sécession, ils sont plus de 180 000. On est passé de 25% d'esclaves dans la population à 30% d'esclaves. Donc on voit bien que ça joue un rôle. Et beaucoup de ces esclaves, en fait, venaient de Caroline du Sud ou d'autres États du Sud où ils avaient déjà comme boulot de s'occuper des animaux. Oui, avec ici une autre histoire qui s'écrit, qui est obligatoire pour comprendre celle des Africains-Américains. C'est tout simplement l'histoire de l'Ouest. Soisic Villerbut, dans votre nouvelle histoire de l'Ouest, vous entamez toute cette réflexion sur l'idée même de frontière. La frontière telle que elle a longtemps été présentée, c'est ce but absolu qui explique la conquête de l'Ouest. Vous expliquez qu'il faut remettre sur la table cette idée-là. Oui, alors je suis pas la première à le faire. Hein. La frontière comme concept historique a été inventée à la fin du 19e siècle par Turner. Elle a beaucoup servi au 20e siècle, un discours très nationaliste et exceptionnaliste sur les États-Unis, cette grande geste nationaliste très blanche et virile qui portait le peuple vers l'Ouest américain. Mais beaucoup d'historiens et d'historiennes l'ont remise en cause, notamment dans les années 80, en inventant d'autres concepts pour en parler, pour déconstruire ce mythe exceptionnaliste. Après, moi, je pense qu'on peut continuer à se servir de concepts à condition de lui enlever évidemment tout son côté nationaliste et exceptionnaliste et raciste qui n'était pas forcément dans la pensée de Turner, mais notamment de ses épigones en grande partie. Mais le concept reste valable pour comprendre le mouvement de conquête, qu'il s'agit quand même d'une conquête nationale, militaire de l'Ouest américain, qui est destructrice, évidemment, mais qui existe quand même. Oui, Turner, c'est pas le peintre, hein, bien sûr, c'est Frederick Jackson Turner, c'est un historien. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais il est très important parce que dans votre ouvrage, vous dites que c'est sans doute l'article le plus commenté de l'historiographie états-unienne. C'est quoi cet article? C'est un article c'est l'article qui reprend une conférence qu'il a donnée lors de l'exposition universelle à Chicago en 1893. Et un article dans lequel il essaie de réinterpréter l'histoire états-unienne, en fait, en transposant dans le champ académique finalement des idées qui existaient déjà depuis un bon siècle, hein, dans le champ populaire hors académique, hein, et en transposant ça dans le champ scientifique, en faisant une vraie théorie, cette idée que la nation états-unienne naît du mouvement vers l'Ouest comme nation de petits fermiers propriétaires démocratiques et très individualistes dans cette migration et cette conquête de l'Ouest en fait. Voilà. Alors que dans cette conquête de l'Ouest, voilà, il y a beaucoup d'Africains américains. Il y a beaucoup d'Africains américains, il y a pas que des hommes blancs notamment, effectivement, et puis et l'Ouest est peuplé pas seulement de mouvements de l'Est vers l'Ouest, mais il est peuplé aussi du Sud, parce que l'Ouest est aussi le Nord mexicain. Il y a un Ouest britannique, c'est aussi les Russes qui arrivent par sur la côte Ouest. Enfin, il y a énormément de frontières. Il faudrait utiliser le terme de frontières au pluriel. En fait, il y a des frontières dans l'Ouest, puisque d'une certaine manière les puissances amérindiennes comme les Lakota ou les Comanches, qui sont également expansionnistes, développent également leurs propres frontières dans l'Ouest. Donc ça, c'est un carrefour de frontières, d'une certaine manière, l'Ouest. Avec ce sous-titre à votre ouvrage, à votre nouvelle histoire de l'Ouest, c'est Canada, États-Unis, Mexique. Et voilà, on est quoi à ce que vous venez de dire? On ne peut pas penser l'Ouest des États-Unis sans prendre en compte, pourquoi pas le Canada, mais et comme une évidence, là aussi le Mexique. On a tourné la carte, en fait. Quand on regarde l'histoire des États-Unis, elle a tourné dans tous les sens pour avoir d'autres perspectives. C'est ça, oui. Il faut s'amuser à faire cela parce que dans notre vision, et aujourd'hui, c'est pas une émission de déconstruction, c'est pas du tout l'idée, c'est simplement essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, et notamment avec ce personnage Nat Love, donc qui quitte son destin parce que enfant esclave, il aurait été sans doute destiné à travailler dans une plantation et qui profite de l'abolition de l'esclavage pour partir pour devenir cow-boy. Donc cow-boy, c'est quoi? C'est un métier difficile quand même. Alors oui, puis il faut quand même le différencier de ce qu'on pourrait appeler le bouvier, parce que les cow-boys dans cette période-là, ce sont essentiellement ceux qui vont récupérer des troupeaux de bêtes semi-sauvages dans la prairie ouverte et les conduire à bon port, ou bien dans une autre ferme, dans un autre ranch, ou bien dans une gare, ou dans une ville de marché.
Donc ce sont essentiellement des gens qui escortent d'immenses troupeaux sur des distances considérables. Oui, parce que il y a quand même des héroïnes dans cette histoire-là. Ah, ce sont les vaches, cow-boys, c'est bien ça, ces garçons vachés, les vaches. Bienvenue à Texas sur Vidourle. À la tête de ce troupeau de 50 bêtes qu'ils élèvent sur 70 hectares, Stéphane et son épouse Oriane. Ils sont les seuls éleveurs en Europe de Texas Longhorn. Elle roussit l'hiver. Le bovin emblématique de la conquête de l'Ouest américain est né au Texas. Ses spécificités, une grande envergure de cordes, une robe très diversifiée et une rusticité qui lui a permis de traverser les siècles. Ce sont des bêtes qui résistaient à l'époque des longs convoyages au travers de toute l'Amérique. Ça durait des mois. Et c'était les seuls bovins qui arrivaient vivants à destination, puisque ils résistaient aux attaques des loups de par leurs longues cornes, mais aussi ils étaient capables de ne pas boire, de se priver de nourriture, et ils mangeaient ce qu'ils trouvaient. Et ben voilà, comme ça, c'était beaucoup plus pratique. C'était en 2013, France 3. Vache espagnole. France 3 Nîmes. Non, mais Thierry Beauchamp, il faut le dire, ces troupeaux, c'est le moteur même de l'ensemble de cette économie-là et de ces existences-là. C'est des gros troupeaux? Alors, ils sont devenus immenses. Il faut rappeler donc que ces bovins sont venus d'abord d'Espagne. Ils ont été importés par les Espagnols. Et quand les Espagnols ont quitté toutes ces régions du sud dont on a parlé, ils ont abandonné leurs troupeaux qui sont retournés pratiquement à l'état sauvage, ce qui fait qu'il y avait énormément de bêtes qui se promenaient dans la nature. Et l'un des boulots du cow-boy, c'était justement d'arriver à rassembler ces bêtes, pas toujours facile. Et leur résistance était formidable pour eux, évidemment. Et il y a eu un autre phénomène très important, je pense que Soisig en parlera mieux que moi, ça a été la guerre de sécession, parce que la guerre de sécession a bloqué l'accès de ces troupeaux vers les troupes confédérées. Donc il y a une accumulation de bêtes, dont d'ailleurs au passage s'occupaient de plus en plus les esclaves, puisque eux n'étaient pas forcément sur le front. Et ce qui fait que, au sortir de la guerre, on a énormément de bêtes. Et la difficulté, c'est d'arriver à contourner la plus grande partie du Texas où les fermiers ne veulent pas entendre parler de ces troupeaux qui, pour eux, transmettent des maladies à leurs bêtes à eux. Et donc, il a fallu trouver un truc. Et c'est là où est intervenu un certain Joseph McCoy qui a développé la ville d'Abilene. Une gare, donc, s'est créée qui a permis d'acheminer, à partir de cet instant, les troupeaux vers les abattoirs de l'Illinois, Chicago notamment. Soisig Villerbu, bien sûr, il n'est pas possible de penser les troupeaux du Far West sans réfléchir à Chicago, là où se trouvent les abattoirs. Sans réfléchir à Chicago et je dirais sans réfléchir à l'échelle à la fois continentale et atlantique, puisque on peut pas le penser non plus sur le Mexique, puisque les fameux Longhorns que vous évoquiez sont élevés au Texas bien avant que les États-Unis n'arrivent. Si on se situe au XVIIIe siècle, on a déjà un élevage mexicain, enfin espagnol, au Texas, qui approvisionne la ville de la Nouvelle-Orléans. En fait, l'élevage états-unien reprend les techniques espagnoles. Il les développe évidemment sur une ampleur tout à fait inédite, avec effectivement au lendemain de la guerre de sécession cette éclosion de Chicago et des grands abattoirs de Chicago qui vont effectivement s'occuper de ces Longhorns. Tout ça n'aura d'ailleurs qu'un temps, puisque il y a une énorme crise très environnementale, à la fois du fait de virus, d'un hiver terrible, etc., dans les années 1980, qui met fin à ce système-là. Finalement, les Longhorns, qu'on a bien entendu dans votre reportage, là, qui font maintenant partie de cette légende, seront remplacés par un autre système d'élevage où on prendra des bestiaux britanniques, des Hereford notamment, avec d'autres systèmes et ça mettra fin à cette époque qui est curieusement restée dans la légende autour de ces cow-boys, mais qui est en fait un phénomène assez réduit à la fois dans l'espace et le temps de l'Ouest quand même. Oui, c'est bien de le souligner ça. C'est un moment réduit. C'est quoi? C'est une vingtaine d'années, Soisig Villerbu? Voilà, une vingtaine d'années dans les plaines, avec en plus une différence ça commence dans les plaines du sud, puis ça prend le Montana et les plaines canadiennes, qu'il faut jamais oublier dans cette histoire-là. Mais le gouvernement fédéral canadien a beaucoup fait pour développer également les ranchs en Alberta et en Saskatchewan. Oui, parce que le mot vient d'être prononcé, ranch. Thierry Beauchamp, quand un personnage comme Nat Love devient cow-boy, il s'engage auprès de quelqu'un, c'est ça? Parce qu'on n'est pas cow-boy tout seul. Non,
il y avait une équipe de cow-boys qui venait de livrer un troupeau à Dodge City, donc une des villes un peu à l'ouest du Kansas. Et il est allé les voir et il a proposé ses services. Alors ils l'ont testé, ils l'ont fait grimper sur un cheval un peu difficile. Il a tenu le coup. Du coup, ils l'ont engagé. Voilà. Et il avait, 15-16 ans à l'époque. Ouais, c'est jeune, hein. Voilà. Donc c'était une formation sur le tas, on peut dire. Formation sur le tas, mais en tout cas un bonhomme bien équipé. Un cow-boy se soucie d'abord de son revolver et de sa monture, car celle-ci est synonyme de sa survie et de sa liberté en cas de péril. Un cow-boy sans cheval est comme un poulet sans tête, complètement perdu. Le mien me sortit souvent du pétrin et me sauva même la vie. J'aimais sincèrement cette vie. Monté sur mon cheval favori, avec mon lasso de cuir à portée de main, mes fidèles revolvers dans mon ceinturon, et les vastes plaines qui s'étendaient devant moi sur des miles et des miles, j'avais l'impression de pouvoir défier le monde. Quel homme animé du feu de la jeunesse, bouillonnant de santé, ne se serait pas réjoui de mener une telle existence ? Thierry Beauchamp, c'est un extrait, vous l'avez reconnu, de l'autobiographie de Nat Boy, cow-boy noir, que vous avez préfacé, traduit chez Anacarsis, avec ici. Et là, il faut nous expliquer la réalité de ce que Nat Love a vécu, ou bien écrit-il ce que ses lecteurs, ses lectrices attendent de l'image du cow-boy ? Ouais, je pense que c'était un conteur à l'oral et qu'il a transcrit ses histoires sur le papier et les a publiés. Donc je pense qu'il y a une grande part de délire, d'imitation des feuilletons populaires que l'on trouvait en abondance à l'époque. Par exemple, les histoires de Deadwood Dick, le cavalier noir des Black Hills. Donc lui prétend avoir reçu ce surnom en 1876, justement, probablement en référence à ce personnage-là, à l'occasion d'un concours de lasso, de tir, etc. Ça ne me semble pas possible parce que les premières aventures de ce personnage de Deadwood Dick ont été publiées 1 an plus tard, en fait. Donc là, il y a un petit problème. Donc je pense qu'il y a une part d'invention, comme un conteur, une part de reconstruction permanente, d'invention. Et il y a des éléments qui me laissent penser que cet univers-là, par contre, il le connaissait parce qu'il cite tout à coup des noms de lieux pas connus, des noms de propriétaires de ranch. Alors bien sûr, il y avait peut-être un carnet où quand il lisait quelque chose sur l'Ouest sauvage, il pouvait prendre des notes. Mais je crois pas, parce qu'il transforme les noms aussi. Très souvent, l'orthographe est pas la bonne. On sent que il l'a entendu à l'oral, en fait. Ouais, c'est ça. Les noms de propriétaires de ranch, par exemple, Hearst, qui devait être Hearst, ou Hopkins, qui devait être Hopkins. D'accord, donc ça veut dire qu'ici, nous avons déjà une transmission. Il écrit dans quelles années ? Alors, le livre a été publié en 1907, mais je pense qu'il a commencé à l'écrire avant, puisqu'il est déjà question de la parution d'un livre de Nat Love dans une revue, dans un journal, en 1905. Ouais, déjà. Soisic Villerbu, ce que nous entendons là, ça fait écho à ce que vous évoquiez sur ce temps très court de la grande période des cow-boys, une vingtaine d'années, mais qui devient très vite repris pour former ce mythe dont nous avons parlé, celui de la frontière. C'est très rapide, ce mouvement-là. C'est extrêmement rapide et en fait le mythe naît de manière parallèle et tout à fait concomitante à la conquête de l'Ouest elle-même. Les deux s'entretiennent sans arrêt et l'extrait que vous avez passé du texte de Nat Love est assez singulier de ce point de vue-là parce qu'effectivement en l'entendant, on a l'impression d'entendre les dizaines et les dizaines d'écrits sur les cow-boys qui circulent depuis les années 1860-70. Et en France aussi d'ailleurs, c'est assez frappant de voir qu'en France il y a un mythe cow-boy qui naît au même moment, et il y a des voyageurs qui vont rencontrer des cow-boys et qui développent exactement le même langage, ce mythe autour de ce qu'on appelait en France les centaures de la prairie, le lien fondamental avec le cheval et ce virilisme exacerbé, l'homme, le cheval, la nature, la rencontre avec la nature, et
tous les aspects difficiles finalement du métier sont évacués. Le fait que ce soit des ouvriers agricoles sous-payés, qu'il y ait eu des grèves de cow-boys, il faut imaginer ça quand même. Il y a des conflits sociaux autour des cow-boys. C'est un milieu professionnel très dur, et ça, c'est évacué. C'est évacué pour le remplacer par cet individualisme finalement cow-boy et viril qui entretient encore aujourd'hui cette légende là de l'Ouest. Oui, parce que c'est pas simple la vie de cow-boy, faut le rappeler. Non, déjà ils sont essentiellement de jeunes hommes. C'est un milieu très masculin et jeune. On fait pas de vieux os à passer sa vie sur un cheval, à dormir à la belle étoile la plupart du temps. Ce sont des conditions de vie extrêmement difficiles. Et puis c'est très dangereux. Oui. Tu sais pourquoi je t'ai fait cette balafre? Pour que je me souvienne de toi. Non. Pour pouvoir te reconnaître le jour où tu viendrais me retrouver. Nat Love. Le hors-la-loi qui vole les hors-la-loi. L'ange de la mort qui traque sans la moindre pitié tous ceux qui ont osé l'offenser. Tu l'ignores, mais je sais qui tu es. Et je suis conscient qu'il y a une ligne que tu franchiras pas. Parce que je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Je veux mon argent d'ici vendredi. 35 000 $. When I was young, I used to wait on the boss and give him his plate and pass the bottle when he got dry and brush away the blue-tailed fly. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. Jimmy crack corn and I don't care. My master's gone away. And when he'd ride in the afternoon, I'd follow after with a hickory broom. The pony being rather shy when bitten by a blue-tailed fly. Jimmy crack corn. The Harder They Fall. Et nous sommes au Texas. Nous y sommes avec ici tout un univers, bien sûr, mais qui dépasse le Texas. Et ça, on le voit bien, Thierry Beauchamp, quand on lit ses aventures, parce qu'on peut les qualifier ainsi, de Nat Love. Nous sommes avec des personnes qui se déplacent beaucoup. C'est le principe même du cow-boy. Bien sûr, il est sur son cheval, mais il connaît énormément de territoires différents par ses états, ses statuts. On pouvait difficilement être ce qu'on appelait un boss wagon, donc un chef d'équipe, si on ne connaissait pas les pistes. Donc il fallait, d'ailleurs, Nat Love revient souvent là-dessus, il faut du temps pour apprendre la géographie, les points de passage, etc. Bon, lui, dans son livre, exagère sérieusement les choses. On a l'impression qu'il est équipé du costume de Superman, lui d'ailleurs, et son troupeau. Mais il parcourt effectivement de très très grandes distances. Ça va du Mexique jusqu'au Nebraska, donc au Dakota du Sud. Donc c'est des distances considérables. On peut imaginer qu'il faisait peut-être 1 ou 2 voyages maximum comme ça par an, probablement au printemps, juste après le grand regroupement de printemps, et pendant l'été et au début de l'automne. Les lois ne sont pas les mêmes selon les différents États. La ségrégation fait suite à l'esclavage dans le Sud. Comment ça se passe pour un cow-boy noir ? Alors Nat Love cache complètement la réalité des choses. Au Texas, par exemple, le Texas a probablement été un des États les plus durs pendant la phase de la reconstruction. Ils ont tout fait pour contourner les nouvelles lois en fait, et pour développer la ségrégation. Il y avait un tas de lieux qui étaient interdits aux Noirs, etc., etc. Tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont fait. Il est vrai aussi que lui ne vit pas en ville. Il ne vit pas dans le sud du Texas, et il ne reste que 3 ans au Texas, dans le Panhandle, la partie nord. Puis ensuite en Arizona, l'Arizona est très peu peuplée. Donc on peut imaginer que cette fraternité des cow-boys dont il parle, ça a pu exister. Mais il faut pas oublier non plus qu'il y avait une hiérarchie dans ces équipes de cow-boys. Je pense que lui, il se hausse un peu du col, mais je pense qu'il avait un rôle subalterne. Les chefs d'équipe étaient rarement noirs. Par contre, ceux qui se cassaient le dos pour aller mater un cheval ou pour aller récupérer une vache récalcitrante, je pense qu'ils devaient être afro-américains, oui. Oui, c'est comme ça, évidemment, que l'on va retrouver Soisy Villerbut toute cette image de la société, même parmi les cow-boys, au sens où il n'y a pas de cow-boy noir, chef d'équipe pour aller chercher des troupeaux. Ce que je voudrais savoir avec vous, c'est le succès de ce mythe. Comment peut-on l'expliquer ? Est-ce que cette narration, Nat Love par exemple,
rencontre un succès parce que c'est ce qu'attend le public, ou est-ce que c'est mis en avant parce que ça sert aussi une idée politique nationaliste ? Ça sert avant tout. Enfin, je veux dire, c'est le récit de l'Ouest, c'est le récit de fondation de la nation, tout simplement. Donc, il joue le même rôle aux États-Unis à l'époque que Vercingétorix et les Gaulois chez nous. Hein. C'est un récit de fondation nationale. C'est tout. Ça n'a pas d'autre fonction que celui-là. Hein. C'est aussi bête que cela. Hein. C'est après, pour revenir sur ce que disait Thierry Beauchamp, la cohabitation entre cow-boys et cette hiérarchie, elle est, me semble-t-il, aussi frappante au Texas parce que les cow-boys blancs, qui sont quand même une majorité, sont souvent des vétérans des armées sudistes, en fait. Alors ça changera un peu quand on sera plus dans le nord, dans le Montana, mais il faut imaginer ces équipages de cow-boys où on a à la fois des anciens esclaves comme Nat Love et des anciens soldats sudistes quand même. Hein. On imagine une cohabitation qui n'est pas aisée, qui est très hiérarchique et très racialisée quand même. Hein. Et pas forcément des anglo-saxons. Hein. J'ai remarqué qu'il y avait par exemple beaucoup de cow-boys d'origine allemande ou irlandaise. Oui, puis il y a des Amérindiens également. Et des Amérindiens, des Mexicains. Vous disiez très bien que ces pistes, faire ces pistes, c'est posséder un savoir très très environnemental, tout simplement, parce qu'il faut connaître ce milieu-là. Et en fait, les premiers ouvreurs dans le Texas à la fin des années 60 sont souvent des métis, en fait, qui ont cette connaissance de l'environnement, de la piste, etc., et qui peuvent le maîtriser. Et du coup, ils subvertissent eux-mêmes, par ce développement de l'élevage, le monde de leur mère, en fait, le monde amérindien. Il y a des Allemands, disiez-vous ? Ils sont ici dans le cours de l'histoire. Recherché mort ou vif, Smithy Bacal et le gang de Smithy Bacal. Mais t'es un esclave. Pour meurtre. Moi, je suis pas un satané esclave. Et attaque de diligence. Je cause comme un putain d'esclave. $7 000, Smithy Bacal. Ça fait du shit free. Je suis chasseur de primes. Je suis arrivé hier, un homme libre et à cheval sur les terres de Candyland avec mon associé blanc et allemand, le docteur King Schultz. On a suivi la piste de ce gang depuis le Texas jusqu'au comté de Chicago. Mais finalement, on les a trouvés le cul au chaud à Candyland. On a voulu les serrer. Ça a tourné au vinaigre. Mon associé a été tué. Calvin Candy s'est fait descendre. Et tout le monde a décidé de me mettre ça sur le dos. Voilà ce que je fais ici. Mais vous savez que je suis pas sur l'inventaire. Et alors, vous savez que je suis pas censé être de ce voyage. Mais ces 4 bandits, ils sont toujours recherchés. Et cette prime de 11 500 est à qui veut bien se baisser. Et ils s'attendent pas à vous voir appliquer pour la récolter. Dans Django Unchained, le film de Quentin Tarantino en 2012, le compagnon de Django est un Allemand. Oui. Le personnage, par exemple, de Django Unchained, on est en 2012, c'est Quentin Tarantino, c'est un nouveau regard porté sur ce monde. Alors, il n'est pas cow-boy, lui, directement, il est chasseur de primes. Est-ce que ça reflète ce que pouvaient ressentir ces cow-boys noirs ? On le sait bien, pas d'intégration du tout, parce que la ségrégation demeure, même dans certains États qui sont censés appliquer correctement les lois d'égalité. Alors je pense que le film de Tarantino reflète surtout les aspirations de Quentin Tarantino. Et en même temps, il épouse assez bien le climat d'une époque où dans la communauté des Afro-descendants, il y a une sorte de besoin de revanche et de réécriture de l'histoire. Mais du coup, ils vont très loin dans le passionnel. Et peut-être qu'il faudrait plus d'œuvres naturalistes, plus proches de la vérité des documents, faire quelque chose plus proche d'un Jeremiah Johnson. Moi, j'attends ce western qui se présenterait comme un Jeremiah Johnson black, quoi, en quelque sorte. La réalité du terrain, c'est qu'il y avait aussi, et Nat Love en est un bon exemple, beaucoup, à mon avis, d'anciens esclaves qui cherchaient simplement à s'inventer une vie, à tracer leur chemin, à exister en tant qu'hommes libres, et n'épousaient pas forcément un discours, une réflexion politique sur leur passé ou sur leurs conditions. Oui, c'est pour ça que Nat Love ne parle pas tant que cela des discriminations. Non, par contre, on voit bien qu'il projette sur le monde des cow-boys quelque chose qui est lié à ça, puisque il fait tout pour décrire le métier de cow-boy comme une race, en fait. Une race de super-hommes, fraternels, capables de faire des folies, d'attraper des trains au lasso, de faire ce qu'ils veulent, en fait. Lui, il va prendre un verre à cheval au Mexique. Il épouse les préjugés racistes des Blancs dans le livre, régulièrement. Donc on voit bien qu'il projette quelque chose, mais qui lui permet de s'affranchir de tout son passé, de sa condition d'ancien esclave et d'homme
condamnés à servir. Oui, parce que dans les grands mythes, on a évoqué celui de la frontière, Soisig-Villerbue, il y a également cette idée de liberté. La liberté, alors au moment de l'abolition de l'esclavage, c'est une chose, mais la liberté des grands espaces, du cheval, c'est vrai que le cow-boy correspond très bien pour ce mythe, il est parfait. Oui, il est parfait. Il succède au mythe du trappeur en fait, parce qu'on a alors dans la littérature populaire, c'est assez frappant. On le voit chez un auteur français comme Gustave Aimard par exemple. Hein. Le cow-boy peut prendre la place du trappeur avec le même type de discours sur le rapport masculin et uniquement masculin. Là, on est bien d'accord. Hein, du corps masculin à la nature. C'est une sorte de rencontre assez spirituelle finalement, hein, au sens divin du terme, hein, avec au sens religieux du terme, avec la nature en fait, que permet effectivement ce métier de cow-boy qui est totalement transfiguré parce qu'évidemment ça n'est pas ça au quotidien, hein, mais bon, effectivement. Je profite du fait que nous parlions de cette virilité exacerbée, de cette fraternité, cette camaraderie, pour juste vous poser à l'un à l'autre la place des femmes dans cette histoire-là. Il n'y en a pas dans le monde des cow-boys ? Non, c'était très bien montré dans certains Lucky Luke. C'est-à-dire qu'on faisait venir exprès des femmes dans l'Ouest pour trouver des épouses aux gens qui s'installaient dans des villes très isolées, en fait. Donc les femmes sont peu nombreuses, elles existent. Hein. On parlait du Kansas quand les anciens esclaves sont venus s'installer dans certaines villes du Texas. C'était toute la famille parfois qui venait. Hein. Oui, donc c'est ça. ils ont quand même réussi à développer des populations de cette manière-là. Soisig-Villerbue. Oui, pareil, la place de la femme dans l'histoire de l'Ouest, c'est un vaste chantier. Alors évidemment, il n'y a pas de femmes cow-boy au sens strict du terme. Les femmes dans l'univers cow-boy, alors dans le légendaire cow-boy, on le retrouve très très fréquemment dans les récits de voyage dans l'Ouest à la fin du 19e. La femme est celle qui met fin au métier. C'est celle qui met fin au rêve d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a dans beaucoup de récits des cow-boys qui racontent, alors de manière tout à fait légendaire aussi, mais il y a un archétype assez frappant qui raconte que le fait d'avoir rencontré une femme et de s'être marié met fin finalement à leur vie aventureuse, libre, extraordinaire dans l'Ouest. La femme, elle casse finalement cette vie extraordinaire au contact de la nature. Et en fait, elle l'embourgeoise. Et on a souvent dans le récit de l'Ouest ce rôle-là, la femme qui vient civiliser l'Ouest finalement. Oui. Bon. Alors après, au sens le plus concret du terme, on parlait tout à l'heure des villes de cow-boys là, dans lesquelles les cow-boys amenaient leurs troupeaux, comme Abilene par exemple. Là, on a effectivement des femmes, soit des femmes effectivement de foyers bourgeois, de commerçants, etc., soit des prostituées, puisque ces villes sont les quelques lieux dont on sait que ce sont des espaces-temps de violence dans l'Ouest, hein, parce que l'Ouest n'est pas archi-violent partout. Hein. Il y a pareil des espaces-temps violents, et on sait que ces villes de bétail, ces quelques villes de bétail, là sur les voies de chemin de fer où les cow-boys amenaient les troupeaux, sont au moment où les troupeaux arrivent effectivement des villes de violence, mais alors pas des duels en ville, hein, ça n'existe pas, hein, ces duels de western, mais effectivement de la violence qui est tout simplement la violence sexuelle, raciale, etc., de cette débauche et de cette prostitution dans l'Ouest. Voilà, de l'espace-temps violent, mais malgré tout, les cow-boys ont une morale. En ce temps-là, il n'y avait que des hommes d'action. Toutes les cases. Hein. Il y a cet homme particulier, il y a la frontière, il y a les grands espaces, il y a tout. Oui, il y a tout, si ce n'est quand même un angle mort qu'on évite nous-mêmes depuis 39 minutes avec délice, c'est le monde amérindien. C'est-à-dire qu'en fait, là, personne n'en parle. Et en fait, si ce monde des bovins domestiques a pu se développer, c'est qu'il a pris la place des bovins sauvages, quand même, que sont les bisons. On est exactement au moment, c'est-à-dire qu'il faut voir les deux moments sont parallèles, en fait. Hein. Cette expansion de l'élevage dans l'Ouest est exactement concomitant de la disparition finale quasi-disparition des bisons. Et les deux phénomènes sont liés, les uns prennent la place des autres, et il n'y aurait pas eu de cow-boy et d'élevage s'il n'y avait pas eu en même temps la conquête militaire des plaines quand même. Est-ce que Nat-Love s'oppose, Thierry Beauchamp, aux Indiens ? À lui, non seulement il s'oppose aux Indiens, qui présentent vraiment comme la vermine rouge, hein, du sauvage, et il va jusqu'à attribuer la disparition du bison aux Amérindiens. Ce qui est assez extraordinaire. Quand il inverse en fait oui, les explications. Absolument. Bah oui, parce qu'on peut rappeler pourquoi les bisons ont disparu de manière massive et en peu de temps. Oui, sont essentiellement les chasseurs, souvent au service de l'armée, mais pas seulement, qui ont abattu les troupeaux. Alors c'était parfois pour la viande, mais surtout pour les peaux. Hein.
C'est-à-dire qu'on pouvait retrouver d'immenses troupeaux abattus. Il y avait les carcasses qui pourrissaient, mais on avait pris soin d'ôter la peau, enfin la fourrure. Oui, c'est ça. Auparavant. Oui, c'est parce que ici, en plus, en privant les Indiens de leurs ressources premières, il était beaucoup plus facile après de continuer pour les Indiens des Grandes Plaines. Pour les Indiens des Grandes Plaines, avec Soisig-Villers-But. Quel est le lien que peuvent avoir tous ces Africains américains qui quittent le Sud et qui profitent de l'abolition de l'esclavage et qui arrivent sur des territoires occupés, parce que ce sont les leurs, par des autochtones? Alors, il y a pas eu de solidarité entre opprimés, de ce point de vue-là, j'allais dire, entre les Africains américains et les Amérindiens. Par contre, il y a eu de la part des États-Unis une pensée parallèle, c'est-à-dire que le fait d'affranchir les esclaves et de mettre en place au même moment ce que Grant appelait la politique de paix, c'est-à-dire en gros l'enfermement des Amérindiens dans les réserves, participe du même mouvement, c'est-à-dire l'idée que pas d'une bonne intention entre guillemets, l'idée qu'il faut développer, civiliser finalement ces deux populations, amérindiens et esclaves, en leur offrant la possibilité d'être des fermiers finalement. Bon, mais entre eux, il n'y a pas eu de solidarité dans la lutte. Il y a même eu des soldats afro-descendants dans l'armée fédérale qui ont lutté contre les Amérindiens. Les Buffalo Soldiers. Tout à fait, oui. Ouais. Avec des Africains américains qui d'ailleurs peuvent s'installer sur des territoires qui sont ceux des autochtones avant même l'arrivée de certains pionniers. Bien sûr, oui, c'est ce qu'on appelle les squatters oui, bien sûr, ou des prospecteurs. Ces choses-là pouvaient arriver. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il y a quand même eu un exemple de solidarité entre afro-descendants et indiens, mais c'est arrivé avant notre époque de la conquête des grandes plaines centrales de l'Amérique du Nord. C'est l'exemple des Indiens séminoles, parce que beaucoup d'esclaves à cette époque-là réussissaient à se réfugiés dans les territoires indiens qui étaient des marais, des territoires de forêt. Et là, on a pas mal d'exemples de couples, de métissage entre des anciens esclaves et des Indiens. Mais c'est un des rares exemples. Sinon, on a eu beaucoup d'esclaves noirs qui ont été des esclaves d'Indiens, comme dans le fameux territoire indien qui était occupé par les Cherokees, les Cris, après qu'eux-mêmes eurent été déplacés de force de leurs territoires ancestraux. Là, on avait pas mal d'esclaves. C'est une histoire qui s'écrit avec beaucoup d'oppression, beaucoup de domination. Soisig-Villers-But, vous avez bien fait de mettre en avant les autochtones. Nous parlons des Africains américains. En fait, dans cette histoire-là, beaucoup ont été... Alors peut-être pas invisibilisés parce qu'ils ont un rôle important. Je pense au western. Il faut des Indiens, mais il faut normer la lecture que l'on peut avoir de ce monde-là avec des Indiens méchants et des cow-boys gentils. Oui, alors c'est pas forcément si simple que ça, je dirais, parce que dans beaucoup de westerns notamment, on a souvent deux types d'Indiens, les bons et les méchants quand même. Et on se rend compte que c'est tout simple, la différence, les méchants sont ceux qui ne veulent pas des blancs et les gentils sont ceux qui acceptent d'être dominés en fait. Mais voilà, il y a quand même souvent cette différence-là et avec alors d'ailleurs souvent les Indiens qui acceptent d'être dominés et qui rejettent finalement leur identité tribale sont les bons Indiens. Voilà. Les méchants indiens sont ceux qui continuent de vouloir vivre leur vie et qui résistent donc à l'envahisseur. Donc là, effectivement, il y a souvent une typologie assez frappante. Et je dis bien indien dans ce cas-là et non pas autochtone parce que c'est bien comme ça qu'ils sont perçus dans les westerns. Eh oui, parce que c'est vraiment... rouge, c'est ça. C'est une histoire de western. Le chemin de fer. Eh bien, il abandonne son métier de cow-boy au moment où c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il y a de moins en moins d'emplois pour des gens comme lui, et il rentre dans les chemins de fer et dans les wagons Pullman au bon moment, parce que George Pullman n'engageait en fait que des afro-descendants, comme ce qu'on appelle les porteurs, comme valets en fait, ou servants dans les wagons-lits des lignes de chemin de fer de l'époque. Et donc, il a trouvé une bonne place en fait, puisqu'il y est resté pendant des années, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Et c'est probablement là aussi où il a pu nouer un tas de contacts et se faire un tas d'amis. Et je crois que son bouquin n'aurait pas existé s'il n'avait pas eu ce métier. Avec Soisig-Villers-But, la fin de ce monde-là, celui des cow-boys, comment peut-on l'expliquer, ces immenses troupeaux qui sont ensuite conduits par train jusqu'à Chicago, là où se trouvent les abattoirs? Pourquoi ce système-là se modifie à la toute fin du 19e siècle, au début du 20e?
C'est un vrai problème historiographique. C'est essentiellement des raisons environnementales. Il y a une sorte de surexploitation. En fait, on est allé trop loin finalement dans cette exploitation, cette invention d'un système d'élevage extensif dans l'Ouest, dans un Ouest qui, d'un point de vue environnemental, est difficile, qui connaît des cycles environnementaux. Et au milieu des années 1980, il y a des hivers beaucoup trop rudes qui mettent en péril ce système. On se rend compte qu'en fait, on est allé trop loin, que ça ne fonctionne pas. Et du coup, on a maintenu l'élevage, mais sur d'autres formes beaucoup plus intensives, en changeant les bêtes, comme je le disais tout à l'heure. Et effectivement, les effectifs de cow-boys n'ont pas disparu, mais ont drastiquement diminué. Et Nat Love se retrouve effectivement dans les chemins de fer, mais comme beaucoup de monde. Et c'est à ce moment-là, assez logiquement, que se développe. C'est pas un hasard si Turner, finalement, en 93, développe ce mythe de la frontière en disant voilà, la frontière est terminée, c'est notre récit national. C'est parce qu'en fait, on a cette impression que le temps du cow-boy est fini. En fait, on a des peintres cow-boys, des gens comme Remington ou Russell, qui peignent à ce moment-là cette fin du monde cow-boy. Qui est un regret, mais en même temps la construction effectivement de ce récit sur lequel les États-Unis se construisent. Oui, c'est ce récit-là. Vous évoquez les peintres. Vous avez choisi une œuvre de Charles Russell pour votre nouvelle histoire de l'Ouest pour la couverture, parce que c'est vraiment ça. Alors là, ce ne sont pas des cow-boys, ce sont les pionniers. On va trouver les trappeurs, ceux qui connaissent les pistes. Mais ce monde-là disparaît dans, j'ai envie de dire, sa réalité, mais il demeure tellement dans les mémoires. Un personnage comme Nat Love va publier, donc tardivement, en tout cas son ouvrage est publié 1907. Voilà, dites-moi, il ressurgit là, maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a toute une phase où il fait partie d'un de ces nombreux ouvrages qui traitent de cette période-là. C'est quand qu'on le voit revenir un peu dans le centre d'intérêt? C'est dans les années 60. C'est le mouvement pour les droits civiques qui fait qu'un tas de chercheurs, d'étudiants ont voulu redécouvrir leur histoire, d'Afro-Américains bien sûr, ont voulu redécouvrir leurs racines et leur propre histoire. Donc d'ailleurs à l'époque, on prend vraiment au pied de la lettre son autobiographie parce que elle valorise l'identité noire. C'est à l'idée que on est aussi fort que les blancs, ce qu'ils font, on peut le faire. Il y a un côté comme ça. Ouais, parce que cette histoire-là, c'est aussi l'histoire d'une identité Soisig-Villerbus. Les cow-boys noirs, c'est une chose. Le regard porté sur les Africains américains a une histoire. Ces années 1960 permettent de comprendre ce qui se passe sur l'historiographie portée sur les Africains américains. Oui, les Africains américains ne sont pas les seuls à être redécouverts à l'époque. Hein. On a une histoire qui se décentre. On a la redécouverte de l'histoire des femmes, puis du genre. L'histoire amérindienne va être énormément renouvelée au même moment. Donc, c'est les années 60-70 sont ce moment de décentrement, on va dire, du récit blanc vers toutes les autres catégories de la population, effectivement. Ouais. Ah oui, et là, c'est encore à nous de combler les mystères. Thierry Beauchamp, quand vous travaillez sur Nat Love, quand vous préfacez, que vous traduisez cette autobiographie, il y a plein de mystères. Il y a des photographies de lui, comme il y a beaucoup de photographies de tous ces héros du Far West. Vous aurez remarqué comme moi que les photographies de Nat Love en cow-boy et en employé des chemins de fer représentent un homme qui ne se ressemble pas du tout. Ben oui, ça fait partie des mystères. Et je crois que ça vient de sa candeur. De la même manière que les illustrations du livre faites par un certain S. Campbell, je n'ai pas retrouvé la trace de cet homme-là, ressemblent à des dessins d'enfants de 10-12 ans, très, très, très réussis, mais qui empruntent là aussi tous les clichés de la littérature populaire, des couvertures des petits romans populaires qu'on pouvait trouver un peu partout à l'époque. Et puis Soisig-Villerbus, il faut le rappeler, un succès mondial grâce à Buffalo Bill, que l'on doit citer dans cette histoire-là, parce que ce succès populaire, c'est l'image du cow-boy que nous avons et que l'on retrouve ensuite dans les westerns. Ah oui, complètement. Alors, Buffalo Bill, qui lui-même d'ailleurs s'est beaucoup réinventé et inventé. Hein. Ouais. On a le même phénomène que Nat Love. Hein. Il a beaucoup écrit sur lui, il s'est beaucoup projeté, et les historiens et historiennes qui ont essayé de démêler le vrai du faux peine justement à il faut aller voir Nat Buntline, l'auteur de ses aventures. C'est le même type de phénomène. Mais effectivement, dans son spectacle qui a circulé dans le monde entier, c'est beaucoup dire, en Europe et en Amérique du Nord, il met en scène effectivement des cow-boys au sens qui s'occupent assez peu de vaches, faut bien reconnaître, mais donc il met en scène effectivement à l'arme à feu, au lasso et ce genre de choses, quoi, effectivement. Et on a notamment vers l'Europe un premier voyage dans les années 1980, une deuxième tournée en 1905-1906.
Et Buffalo Bill lui-même va être à l'origine du western cinématographique en partie. Il n'est pas le seul, mais on va retrouver cet imaginaire dans le cinéma, dans le roman populaire, tout le fil du XXe siècle. Et aujourd'hui, je dirais que au moins en France, le média par lequel ça passe le plus, c'est la bande dessinée. Ah oui, la bande dessinée, Lucky Luke, oui. Et il y avait 1 ou 2 Afro-Américains, si ma mémoire est bonne, dans la troupe de Buffalo Bill. Ah, quand même. Ouais. Oui, quand même. Mais il a embauché des Amérindiens également. Il prenait tout le monde. Ouais. Mais nous sommes bien d'accord que chez Buffalo Bill, ces Africains, Américains, etc., sont déguisés en cow-boy, c'est-à-dire que il répond aux attentes du public qui vient le voir en masse. Il y en avait un qui est devenu une star du rodéo. Alors je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est Jess Stahl, mais je ne suis pas sûr. Avec cette histoire à revisiter, celle des cow-boys noirs. Alors pour comprendre le contexte général, Soisig Villerbu, il y a cette nouvelle histoire de l'Ouest que vous publiez chez Passé Composé, Canada, États-Unis, Mexique. Je le rappelle parce que c'est pas simplement le Far West. Et puis il y a évidemment l'autobiographie de Nat Love, Cowboy Noir chez Anacarsis. Vous savez, dans une émission consacrée aux Cowboys Noirs, il fallait bien faire intervenir à un moment le boss, tout simplement, Bruce Springsteen. Ça fait du bien toujours. Bien sûr. Ben oui, un peu Bruce Springsteen. Merci encore à vous Thierry Beauchamp. Merci Soisig Villerbu. Il est temps pour nous de poursuivre notre cavalcade puisqu'il est l'heure de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi Saint-Louis restitua-t-il aux Juifs des biens mal acquis ? À partir du XIIIe siècle, dans le royaume de France, les relations de pouvoir ont été confortées en recourant de plus en plus souvent à des enquêtes destinées à établir des vérités, que ce soit dans le domaine judiciaire, économique ou politique. C'est dans cette perspective qu'en 1247, Louis IX ordonna l'envoi dans tout le royaume de plusieurs dizaines d'équipes d'enquêteurs afin de réparer les exactions commises par son administration, celles de ses prédécesseurs et celles de ses officiers. Le monarque appliqua, à une échelle inédite, la doctrine ecclésiastique de restitution des biens mal acquis en l'appliquant également aux Juifs. L'historiographie apologétique se servit de ces restitutions pour affirmer le caractère charitable de la politique de Saint-Louis à l'égard de cette communauté religieuse. Mais la vérité historique s'inscrit en faux contre cette vision lénifiante. Les Juifs furent en effet clairement désignés comme les ennemis des chrétiens lors du concile de Latran IV qui eut lieu en 1215. Plus la religion chrétienne s'efforce de rejeter les pratiques de l'usure, plus celles-ci se répandent avec perfidie chez les Juifs. Ils sont en passe d'épuiser à bref délai les richesses des chrétiens. Nous entendons en nos régions aider les chrétiens à échapper aux sévices des Juifs. Nous statuons donc ceci. Si à l'avenir, sous quelque prétexte, les Juifs extorquent des intérêts usuraires aux chrétiens, tout commerce entre Juifs et chrétiens devra cesser jusqu'à juste réparation des graves préjudices infligés. Le terme d'usure désignait au Moyen-Âge ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intérêt prélevé sur une dette, mais aussi le péché qui consistait à exiger le versement de cet intérêt. En bon chrétien, Louis IX appliqua avec zèle ces mesures. Certes, sa politique anti-usuraire ne fut pas cantonnée aux actions menées contre les Juifs, car ces derniers n'étaient pas les seuls à pratiquer des activités de crédit. Les usuriers chrétiens, cahorsins et lombards furent également victimes de ces lois. Toutefois, lorsqu'on compare le traitement réservé aux Juifs et aux Lombards, la différence frappe aux yeux. Même s'ils furent souvent chassés du royaume, les biens de ces derniers ne semblent pas avoir été saisis, ce qui était le cas pour les marchands juifs accusés d'usure. Louis IX fut aussi le seul souverain à condamner et à brûler le Talmud en 1242 et à imposer le port de la rouelle aux Juifs. Vers 1257, il nomma des commissaires spécifiques, expressément chargés d'administrer les biens des Juifs et de leur restituer les intérêts perçus. Ce qui ne l'empêcha pas d'ordonner à nouveau par la suite de nouvelles confiscations des biens des Juifs. La condamnation de l'usure et la restitution des créances juives doivent donc être vues comme les deux faces d'une même médaille. Bien qu'il soit difficile, dans l'état de la documentation, d'établir un bilan des sommes engrangées par la monarchie,
lors de la vente des biens et de celles restituées au titre des usures juives, il est certain que le roi put ainsi remplir les caisses du royaume pour financer ses croisades. Merci Gérard Noriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Merci à Isabelle Tissot, à France Bleu Limoges. Le cours de l'histoire préparé par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Jeanne Copet et Maïwen Guizou. Et des émissions à écouter, à podcaster, mais vous le savez, sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.